Bonsoir à tous. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce rendez-vous au 50 spécial bien préparé sans contrôle qualité. Je suis avec Fabien, vice-président de la commission qualité, tout comme moi. Bonsoir. Alors aujourd'hui, on va se concentrer essentiellement sur la manière de préparer son contrôle qualité. C'est un peu la même thématique que celle que vous retrouvez aux universités d'été. Et surtout dans le cadre des formations qui sont animées par Supexpertise, qui sont un tout petit peu plus longues. Cette présentation, c'est une deuxième partie puisqu'on a animé la semaine dernière avec Virginie un petit focus sur les points essentiels du contrôle qualité qui portait sur l'aide de mission, la lab et puis la norme de rapport. Il y aura deux autres sessions, une spécifiquement lab et une sur la nouvelle norme de maîtrise de la qualité. Les dates ont déjà été communiquées, il me semble. Oui. C'est et elles sont reprises d'ailleurs en cours de slide. 6 mars et 12 mars, il me semble. On va les reprendre. Alors, la démarche qualité. Donc, on vous rappelle que la démarche qualité, en fait, elle est dans nos textes ordinaux. Donc, elle est dans l'article 31 de l'ordonnance de 45 et elle a été reprise dans le code de déontologie de 2012. On ne va pas s'étendre vraiment sur tous les textes, mais globalement, sachez que ça fait partie de nos normes. C'est quelque chose d'obligatoire qui nous est imposé aussi par notre tutelle. Ce qui nous permet d'ailleurs de conserver le contrôle qualité en indépendant au niveau de nos instances professionnelles. Donc, comme on est une profession réglementée, on a des devoirs à respecter. La mise en œuvre du contrôle qualité, vous allez voir qu'elle est diligentée par les instances. Quand je dis par les instances, ce sont toutes les instances qui interviennent dans le cadre de la profession d'expertise comptable. Donc, c'est le CNO, la commission, article 42 bis, c'est pour les AGC. Je les mets de côté parce qu'on ne va pas traiter ce soir des contrôles qualité des AGC, mais sachez qu'ils sont contrôlés exactement de la même manière que vous, ou que nous d'ailleurs. Et puis les conseils régionaux qui vont, eux, exercer les contrôles qualité qui ont été diligentés par le CNO. Donc, le conseil régional, c'est le seul qui va exercer les contrôles qualité de la région. Donc, les objectifs du contrôle, l'idée, donc à partir des textes, l'idée, c'est qu'en tant que profession réglementée, on se doit d'avoir une certaine rigueur sur les travaux qu'on exerce et les objectifs principaux consistent effectivement à s'assurer que les confrères et les consoeurs respectent ces textes et ces normes et les règles professionnelles. L'idée, c'est aussi de, dans une certaine mesure, pouvoir harmoniser le comportement du professionnel et notamment avec les normes, avec la NPMQ sur l'organisation des cabinets, etc. L'idée, c'est que on puisse avoir dans nos cabinets une certaine façon de travailler qui fait que ça sécurise les travaux du confrère. Et puis, il y a aussi un point important, c'est rappelé dans les textes, c'est que le contrôle de qualité permet aussi aux confrères et consoeurs de rencontrer aussi au cours de ce contrôle, de rencontrer quelqu'un qui représente les instances, pas un élu en tant que tel, mais quelqu'un qui représente les instances, qui représente l'ordre des experts comptables. Et au cours de cet entretien, de ce contrôle, c'est aussi, ça sera l'occasion justement de reparler un peu de la profession, de ce que peut proposer la profession, puisque en plus maintenant à Paris, on a un format spécifique avec tout ce cadre performance, on reviendra dessus, mais c'est vraiment l'occasion de refaire un point aussi, de refaire un lien avec les instances de l'ordre. Donc le contrôle, alors c'est important de rappeler parce que on nous pose souvent la question, on nous relève souvent le point. Le contrôle qualité, c'est là pour contrôler le respect des normes, le respect des textes et des règles professionnelles en vigueur au jour où on intervient. Et j'ai encore eu des dossiers récemment où ce point-là n'avait pas été forcément compris de cette manière-là. Ça ne consiste pas à venir contrôler sur vos dossiers si vous avez bien fait le rapprochement de TVA, si vous avez bien fait le rapprochement bancaire, si votre, je sais pas, enfin, on n'est pas là pour faire un point technique en tant que tel. On est là pour s'assurer que la façon dont vous travaillez, dont vous êtes organisé, sécurise le cabinet, vous sécurise vous, et que vous avez mis en place un certain nombre de diligences pour vous assurer que l'opinion que vous avez émise notamment sur la mission de présentation ou sur les contrôles que vous avez faits et sur les missions que vous avez réalisées, vous assurez qu'il n'y a pas de risque en tant que tel. Mais c'est important parce que plusieurs fois, il y a même des fois des échanges avec l'ordre et des remontées qui sont faites. On n'est pas là pour faire
rapprochement de TVA pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur technique, matérielle dans le dossier en tant que tel. D'accord ? On a donc une approche très différente de la compagnie des commissaires aux comptes. La compagnie des commissaires aux comptes, pour ceux qui sont également commissaires aux comptes, qui ont des contrôles qualité, vous savez que les commissaires aux comptes, en fait, vont aller contrôler des dossiers. Et ils vont faire une démarche complète d'audit de vos dossiers, de votre procédure de travail et de vos rapports. Nous, on va être beaucoup plus généraliste, en fait, un tout petit peu dans notre approche, puisqu'on va avoir une approche par les risques, sur lesquels on va porter sur l'ensemble de vos procédures et quelques dossiers techniques qui vont aller conforter ce qu'on a vu sur la structure, en fait. Alors que la compagnie des commissaires aux comptes va s'intéresser à un mandat en particulier ou à plusieurs mandats en particulier pour voir le cheminement de votre point d'audit. Donc, les principes fondamentaux du contrôle qualité, confraternité, universalité, adéquation, confidentialité, ces points sont importants. Important à avoir en tête, confraternité, parce qu'effectivement, et comme on le rappelle à chaque fois, les confrères et consoeurs bénéficient d'un contrôle qualité et ces contrôles-là sont faits dans la confraternité. Le contrôleur qui arrive n'arrive pas, même s'il a le titre de contrôleur, n'arrive pas non plus là pour à charge, je dirais. On arrive là pour s'assurer que les règles sont respectées et pour sécuriser, si besoin, le cabinet. Universalité, tous les cabinets vont être contrôlés. Et puis, l'adéquation, c'est important aussi. Selon votre organisation, le contrôleur va aussi adapter ses contrôles et un point qui pourrait être relevé sur un cabinet d'une certaine taille pourrait ne pas être relevé dans un autre cabinet de plus petite taille parce que son organisation fait que l'expert comptable passe sur tous les dossiers, etc., voit tout, il y a moins de délégation. Donc voilà, c'est une adéquation à la taille du cabinet, c'est important. Et confidentialité aussi. Là aussi, on nous soulève à plusieurs reprises le fait que on ne peut pas forcément. Pourquoi est-ce qu'on veut voir tel ou tel dossier? Pourquoi est-ce qu'on rentre dans le dossier, etc. Confidentialité, le contrôleur qui intervient chez vous est soumis au secret professionnel par rapport au dossier en fait qu'il est amené à consulter, puisqu'on expliquera, on reviendra sur le fait que on entre quand même dans les dossiers pour voir comment c'est organisé. Et donc, il y a quand même un secret qui est dans les textes vis-à-vis de ça. Et on est tenu donc au secret professionnel par rapport à tous ces dossiers. Alors évidemment, confraternité, c'est quelque chose de très, très, très important. Sachez que les contrôleurs qualité sont aussi des membres de l'ordre et qui ont les mêmes cabinets que vous, la même typologie de cabinet, donc les mêmes problématiques et les mêmes avantages que vous. Donc, on est, j'allais dire, en terrain connu, mais évidemment, on a les mêmes problématiques. Quand on a une problématique de décision sur un dossier, le contrôleur peut l'avoir rencontré aussi. Quand on a une problématique de recrutement, on peut avoir la même chose chez le contrôleur. Donc, le périmètre du contrôle qualité. Donc, qui est contrôlable? En fait, tous les membres de l'ordre, donc tous les experts comptables qui sont inscrits au tableau de l'ordre, sont contrôlables, quel que soit le mode d'exercice. Que vous soyez en BNC, que vous soyez en société d'exercice libéral, en SAS ou n'importe quel type de société, vous êtes contrôlable. Et le contrôle qualité est étendu à l'ensemble des membres de la structure. Donc, quand on a une structure d'exercice professionnel avec plusieurs associés, tous les associés vont être contrôlés lors du même contrôle. Donc ça, c'est important parce que on va vous faire un tout petit peu de technique tout à l'heure, comment sont sélectionnés les contrôles. Mais en fait, quand on a une grappe de contrôle, techniquement chez nous, on a une grappe de contrôle, on a un membre de l'ordre qui a été ressorti par le CNO et on nous a dit, vous allez aller contrôler monsieur Y, sa structure ou ses structures et tous les associés qui sont avec Y. Donc, on va aller contrôler éventuellement 25 personnes. Donc, quand on a un associé qui sort, on peut aller se retrouver avec effectivement une extension de contrôle sur beaucoup d'associés. C'est important ce point-là parce que là encore, vous recevez le courrier en fait, comme quoi vous avez été sélectionné pour bénéficier de ce contrôle qualité qui est à votre nom, qui est peut-être aussi sur une structure, je ne sais plus si on y revient après, mais qui est au nom éventuellement de votre structure principale. Et souvent, on est confronté au fait que les experts comptables alors découvrent, je vais le mettre entre guillemets parce que on ne sait pas de quelle manière ils le découvrent parce que théoriquement le courrier l'explique et puis on connaît un peu l'organisation du contrôle qualité par rapport aux normes et à toute notre expérience. Mais l'idée, c'est que
Voilà, vous le recevez vous, c'est pas parce que c'est à vous que les autres, vos confrères et consoeurs qui seraient dans votre cabinet, d'autres experts comptables inscrits, c'est pas justement, ils sont aussi contrôlables en tant que tels, d'accord. C'est pas parce que ça vous est adressé à vous qu'il y aura que vous qui allez être contrôlé si les autres exercent aussi dans votre cabinet ou dans d'autres cabinets dans lesquels vous êtes. La difficulté qu'on va rencontrer dans ces cas-là, c'est qu'effectivement, la grappe nous a donné un nom qui n'est pas nécessairement le responsable ordinal de la structure. Donc, ça pourrait être un associé, j'allais dire non responsable ordinal ou non dirigeant, qui a reçu. Pour autant, il n'aura peut-être pas les informations pour renseigner le questionnaire structurel pour l'ensemble de la structure. Mais ça sera bien ce qu'on attend, c'est bien l'ensemble de la structure d'exercice professionnel qui va nous donner toutes les informations et après, on ira contrôler chaque associé. Et donc, il est rappelé aussi que qu'est-ce qui est contrôlé, ce sont l'ensemble des sociétés dans lesquelles vous êtes, on l'a dit, les bureaux également, si vous avez plusieurs bureaux. Les différents lieux sont contrôlables aussi pour voir justement l'organisation, si une organisation dans un cabinet est identique sur l'autre. Donc ça, c'est aussi important. Ça veut dire que le contrôle qualité peut durer éventuellement plus d'une journée, en plusieurs fois, d'accord, en fonction des différents sites. C'est-à-dire que c'est des rendez-vous aussi à prévoir avec le contrôleur et qu'il ne fait pas ça là encore, pour vous embêter, c'est que ça fait partie du cadre de contrôle. Voilà, là aussi, c'est sur une structure, vous exercez principalement peut-être sur une structure, mais si vous en avez d'autres, il faut bien l'intégrer dans votre périmètre de contrôle pour cette fois-là. Okay, et donc, évidemment, dans les bureaux secondaires qui sont contrôlés, ce sont uniquement ceux qui sont en Île-de-France. Vous pouvez avoir des bureaux secondaires qui sont dans une autre région. Ils échappent au contrôle qualité Île-de-France. Ils rentreront dans le contrôle qualité d'une autre région. J'ai eu le cas en formation il y a 10 jours. Alors, les missions contrôlables, c'est simple en fait, puisque c'est toutes les missions que le cabinet, que vous pouvez être amené à exercer. D'accord. Donc, il y a une exception, il y a 3 exceptions, on va dire, qui sont que si le contrôlé n'exerce que des missions d'expertise judiciaire, commissariat aux comptes ou de la formation, dans ces cas-là, effectivement, on fait une attestation. Le contrôlé fait une attestation comme quoi il n'exerce pas d'autres missions que celles d'expertise judiciaire, de commissariat aux comptes ou de formation. Et dans ces cas-là, ces missions-là ne sont pas contrôlées. On n'intervient pas dans le cabinet par rapport à ce point-là. Mais sinon, toutes les missions que vous exercez sont effectivement contrôlables, quel que soit le volume d'activité que vous pouvez être amené aussi à avoir. Que ce soit les missions uniquement dites de conseil, on entend des fois, mais je ne fais pas du tout de comptage, je fais que du conseil. OK, mais vous le faites au travers d'une structure immatriculée à l'ordre. Alors, du coup, vous rentrez dans le cadre du contrôle qualité et de l'ensemble des textes de l'ordre. Alors, je vois dans les questions, il y a qu'est-ce qu'une activité? Je pense que par rapport à ce qu'on vient de dire, on y a répondu. C'est vraiment toutes les missions. Donc, ça fait partie, en fait, puisque dans le cadre de la préparation du contrôle, on vous demande un peu de nous lister vos missions. Quelles sont vos missions principales? Quel est le poids de chacun des clients, etc. Et donc, au travers de ce questionnaire, nous, on va regarder un peu et on essaiera un peu de cibler quel dossier technique, quel dossier on va aller contrôler, regarder en tant que tel. Vous voyez qu'effectivement, là, ici, quand on dit quelles sont les missions contrôlables, on dit l'ensemble des missions, hormis formation, commissariat aux comptes, expertise judiciaire. Globalement, on va attendre systématiquement la même chose. Une lettre de mission, vous l'appelez lettre de mission, vous l'appelez contrat, vous l'appelez comme vous souhaitez entre vous et le client, mais de toute façon, c'est ce qui va définir votre intervention vis-à-vis du client. Un dossier de travail qui va être en rapport avec la mission qui vous a été confiée, donc qui peut être très light, et un rapport qui va être aussi adapté. Le rapport, c'est le livrable qui est prévu dans la lettre de mission. Mission sur les comptes, c'est facile, ce sont des comptes annuels et je suis dans une mission avec assurance, je vais avoir une attestation normée. Je suis dans une mission différente, je vais avoir quelque chose qui est prévu dans ma lettre de mission avec mon client. Il y a un point, là encore, on insiste dessus. Les missions, vous pouvez être amené à faire de la sous-traitance, à réaliser de la sous-traitance pour d'autres experts comptables.
vous exercez donc une mission qui est contrôlable. Et donc, même vous, en tant que sous-traitant, vous devez, dans vos travaux, avoir une certaine organisation, respecter une certaine organisation et un respect des textes. Et donc, ça veut dire que le contrôleur va venir regarder ces dossiers-là. Alors, on nous pose souvent la question, effectivement. Alors, la difficulté, ça va être de éventuellement le cabinet pour qui on travaille ne veut pas qu'on ressorte des documents, qu'on récupère des documents qu'on les récupère chez nous. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas tous les documents à mettre à disposition. Je dirais, c'est à vous de votre propre de votre propre chef, de récupérer un minimum de documents qui vous permettent, vous, en cas de difficulté, parce que là encore, l'idée, c'est quoi? C'est, certes, lui, il ne veut pas que les documents sortent, mais vous devez quand même vous prémunir si jamais il y a un problème, si jamais il y a un pépin, si lui, il a un pépin avec son client, lui, derrière, il peut très bien se retourner contre vous. C'est jamais, on imagine toujours le pire, bien évidemment, mais donc il faut quand même, en tant qu'expert comptable, vous devez quand même faire en sorte d'avoir un minimum d'éléments justificatifs. Ça peut être des mails, ça peut être des comptes rendus que vous faites, ça peut être des échanges, ça peut être voilà, mais il faut avoir un minimum d'informations. C'est exactement le même cas que quand vous êtes sur une mission de DAF externalisée. Vous intervenez pour le compte d'une entité sous votre casquette expert comptable. L'entité, très souvent, va vous dire, vous sortez pas de documents, vous travaillez chez nous, voire dans nos bureaux, vous sortez rien. OK, ça vous empêche pas systématiquement de faire des comptes rendus d'intervention au CODIR, à la personne qui vous a engagé, etc., pour dire ce que vous avez fait, ce qui reste à faire et les points éventuellement en suspens sur lesquels ils doivent trancher ou vous devez trancher, mais de telle manière à protéger vraiment votre exercice professionnel. C'est vraiment important. Cette notion de rapport qui est dictée dans l'article 2 de l'ordonnance de 45, quand on dit l'expert comptable fait rapport, c'est vraiment sous toutes ses formes. Mais évidemment, en termes de responsabilité, l'écrit est toujours mieux que l'oral. Et donc, effectivement, 2 points, mission de sous-traitance ou de DAF externalisé. Là aussi, donc, ces missions sont bien contrôlables, on le précise, on le rappelle, mais c'est des questions qui nous sont posées très régulièrement. Oui, c'est bien contrôlable. On n'a pas de listing exhaustif à vous donner. On nous dit, d'accord, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on ait? En fait, c'est à vous de prouver que le travail est bien fait, que vous respectez bien toutes les règles, etc. Donc après, on est preneur, je dirais, de tout, dans la mesure où vous, ça vous permet de vous sécuriser, en fait. Il n'y a pas de liste exhaustive à avoir, si ce n'est d'avoir, bien sûr, un contrat, effectivement, avec le donneur d'ordre, etc. Mais sur la justification des travaux, à vous de faire comme si vous aviez besoin de justifier, en fait. Oui, de toute façon, je vous renvoie un tout petit peu à la présentation qu'on a fait la semaine dernière avec Virginie Rothman. Mais globalement, pour un expert comptable, systématiquement, le triptyque, l'aide de mission, rapport, on met la lab de manière assez importante aussi. Mais à partir du moment où vous avez un risque, même s'il est minime, il faudra vous prévenir de ce risque-là. Donc, comment on se prémunit? On se prémunit en ayant un contrat, on se prémunit en ayant fait des rapports, et puis on se prémunit d'une autorité judiciaire en ayant exécuté la norme lab qui est prévue dans le Code monétaire et financier. Oui, ce sont toujours des comptes rendus par rapport au client. Ça peut être effectivement dans la norme rapport, vous allez trouver l'attestation de présentation, par exemple, si vous êtes sur une mission de comptes annuels, il y a une mission d'assurance dont le rapport est prévu, mais après, ça peut être tout type de rapport. Vous faites une mission sociale ou une mission juste de déclaration de TVA, vous avez des écarts de TVA, vous les signalez à votre client par mail, c'est un rapport. Il faut juste le conserver. Le dossier de travail que vous avez, oui, c'est lui qui va permettre d'étayer en fait les diligences que vous avez faites pour aboutir à votre rapport. Donc ça, c'est plus vraiment en interne et en général, quand il faut fournir le dossier de travail, c'est qu'on commence à avoir quelques petits soucis de justification de nos diligences. Je suis là. Je vois dans les commentaires, je ne sais pas si tout le monde les lit, qu'on peut avoir un modèle de lettre de mission DAF externalisée. Effectivement, c'est disponible sur le site de l'Ordre. Vous avez des exemples de lettres de mission qui vous sont fournies pour ceux qui sont intéressés par ces missions. Donc, quand on dit sur le site de l'Ordre, ici, c'est un certain nombre de modèles de lettres de mission. Alors, je crois qu'il y en a plus d'une centaine d'exemples, pardon. Il y en a plus d'une centaine, c'est sur la partie CNO, la partie privée du CNO. Mon exercice professionnel, vous allez retrouver des exemples de lettres de mission, y compris les lettres de mission, les conditions générales et la partie RGPD. Vous allez pouvoir trouver ces exemples-là.
Donc là, c'est simplement un rappel un peu de ce qu'on vient de dire. Quelles sont les missions contrôlables, hein. C'est toutes celles qui sont définies dans ce cadre-là. Donc, on voit bien que toutes les missions, et c'est dans le respect de ces textes-là également. D'accord. Donc, respect de l'ordonnance, respect de la NPMQ, respect de la norme blanchiment et des normes spécifiques s'il y en a pour certaines missions. Alors, comment on se prépare au contrôle qualité? D'abord, on reste calme, honnêtement, parce qu'on en a tous des contrôles qualité et à nouveau, c'est rien. Réellement, c'est rien d'abord parce qu'on ne va pas vous jeter en prison. Ça, c'est le premier élément. Et puis ensuite, on ne va même pas vous jeter en discipline pour un contrôle qualité, rassurez-vous. C'est juste un contrôle qualité entre pairs. On vient essayer d'améliorer les pratiques du cabinet, voir si tout fonctionne bien, il n'y a aucun souci. Puis si ça ne fonctionne pas bien, on essaye d'améliorer les choses et de vous aider à améliorer les choses. Donc, un des premiers éléments, c'est l'autodiagnostic de conformité. À nouveau, il y a des outils qui sont mis en place par le conseil régional. Ici, sur Cap Performance, vous allez trouver un autodiagnostic des normes, un décodeur de normes, etc. Et donc, ça va vous permettre, même quand vous n'avez pas de contrôle qualité, de faire le point sur votre cabinet et qu'est-ce qui pourrait être à améliorer, etc. À nouveau, tout à l'heure, je disais, ce qu'on cherche, c'est est-ce que vous avez un comportement à risque pour vous ou la profession, mais pour la profession, c'est plutôt rare. Pour vous, sans le savoir, 9 fois sur 10, c'est sans le savoir. On ne cherche pas à faire un peu n'importe quoi dans notre profession, surtout en tant qu'expert comptable. On connaît bien notre métier, on essaye de le faire toujours bien, mais de temps en temps, on passe à côté d'un texte, il y en a plein et ça nous complique parfois l'existence. Voilà. Donc cet autodiagnostic, c'est quand même important. À nouveau, vous pouvez le faire, d'autant plus quand on va être contrôlé. C'est quand même, ça nous permet d'avoir une petite vision d'ores et déjà, même si ça ne veut pas dire vous avez un autodiagnostic super. Pour autant, ça ne veut pas dire que le contrôle qualité sera exactement le même, mais il va s'en rapprocher, on vous rassure. Ce qui est important sur cet autodiagnostic, c'est qu'en fait, il est anonyme, que personne n'a les informations. D'accord. Donc, vous pouvez le faire de manière transparente. Voilà, donc l'ordre n'a pas accès à ces données. Le contrôleur n'aura pas connaissance des résultats, etc. Oui, et puis il ne va pas vous le demander non plus. Par contre, si vous le faites et que vous avez des questions à poser au contrôleur, il ne faut pas hésiter, puisque l'idée, c'est quand même que vous puissiez vous enrichir éventuellement par rapport à la connaissance de ces textes si jamais tous n'étaient pas connus. Je vois qu'il y avait des questions. Juste pour revenir à une question sur la sous-traitance, je ne la vois plus là. Si on traite des dossiers ici d'un confrère chez lui, ces dossiers font-ils partie du contrôle ? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de confrères pour qui vous travaillez qui n'acceptent pas que les dossiers sortent à vous. Là encore, comme nous, on ne va pas vérifier si le contrôle, si le calcul a bien été fait de la TVA, etc. L'idée, c'est de voir un peu quels sont vos échanges et la matérialité de vos travaux en tant que tels. D'accord ? On a bien compris qu'il y a plusieurs dossiers qui ne peuvent pas sortir. C'est à vous de pouvoir le justifier. Mais ces dossiers font partie du contrôle en tant que tel, bien évidemment. Maintenant, si vous ne pouvez pas sortir les éléments, il faut qu'on puisse quand même regarder quelque chose. Alors, on a une question de Caroline. Alors, on va la traiter là parce qu'elle arrive dans les questions et qu'elle va revenir un petit peu après. Mais pendant un contrôle qualité, êtes-vous amené à vous prononcer sur les modalités de facturation au forfait, au temps passé et le niveau des bonus-malus? Pas du tout. Pas du tout. À partir du moment où votre facturation répond au texte, globalement, vous facturez. Après que vous facturiez au forfait, que vous facturiez au temps passé et que vous avez l'accord de votre client dans la lettre de mission, on ne se prononce pas dessus. Les seules choses sur lesquelles on va se prononcer, ce sont les honoraires aux résultats qui ne sont pas liés à vos travaux, mais qui seraient liés à la performance du client, sur lesquels, là, on n'a pas des rémunérations autorisées. Voilà. Mais vous pouvez avoir des success fees sur des levées de fonds, etc. C'est autorisé, mais vous ne pouvez pas avoir des honoraires qui sont en fonction d'un montant ou d'un pourcentage du résultat de votre client. Dommage pour nous, d'ailleurs, des fois. Les fondamentaux du contrôle qualité. Pardon, les fondamentaux effectivement du contrôle qualité, c'est un peu les incontournables qu'on va vous demander et sur lesquels on sera quand même assez vigilant. Ça va être quoi ? Ça va être concernant
tout ce qui est acceptation du dossier, acceptation de la mission. Donc, il faut l'expert comptable doit se prononcer sur l'acceptation du client. Est-ce que pour accepter ce client, est-ce que le client est bien intègre? Est-ce qu'il a les capacités et les compétences pour le faire, etc. Il faut se poser un certain nombre de questions. Donc pour ça, vous avez là encore Cap sur la performance qui vous fournit des outils si vous n'avez pas ça dans votre cabinet. Donc c'est un questionnaire sur lequel vous avez un certain nombre de questions et à l'issue de ça, on accepte ou on n'accepte pas le client. Donc, questionnaire d'acceptation, questionnaire sur le blanchiment également. Ensuite, ça va être les lettres de mission. Peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard, mais c'est vraiment très, très, très important et ça a des questions qui reviennent très régulièrement sur les lettres de mission, signées, pas signées. Actualisées, pas actualisées, etc. Et puis, tout ce qui est donc lab avec les 5 points. Alors, sur le lab, mais je ne sais plus si on en reparle après. Lab, on va les introduire tout de suite, mais la lab, vous savez que ça nous est imposé par le Code monétaire et financier et que globalement, l'incidence lab est beaucoup plus importante pour un expert comptable que n'importe quel autre sujet sur lequel on va avoir une difficulté. Parce que là, on n'est plus sur de la responsabilité civile, on va aller sur du pénal éventuellement. Et donc, effectivement, quand on a une vigilance à l'égard de l'identification du client, on ne peut pas faire fi de ça. Le bénéficiaire effectif, aujourd'hui, n'oubliez pas que les RBE de déclaration de bénéficiaire effectif, vous les récupérez directement là aussi sur la partie privée du site de l'ordre. Vous allez sur mon exercice professionnel Malab, consultez le RBE de mon client, vous les téléchargez, vous les avez. Ça vous dispense d'ailleurs de faire les fiches de suivi de bénéficiaire effectif, mais à défaut, le client n'a pas fait son RBE. D'abord, il faut lui signaler, parce que c'est aussi une amende. Et puis deux, vous-même, dans ces cas-là, vous déployez votre questionnaire de bénéficiaire effectif comme avant 2018, j'allais dire. Okay. La lab, c'est vraiment un des points qui remontera le plus souvent. Dans les anomalies qu'on a au niveau du contrôle qualité, ce sont souvent des points lab qui sont remontés pour insuffisance. Ça ne veut pas dire qu'on va vous demander d'être des spécialistes de la lab. Sachez que les contrôles, les cabinets qui ont des dossiers à risque lab font l'objet d'un contrôle lab spécifique déployé par un corps de contrôleurs du CNO. Quand vous répondez à votre questionnaire ARPEC tous les 2 ans, vous avez effectivement une classification qui vous est redonnée. Et concernant la lab, effectivement, on ne s'étendra pas forcément plus aujourd'hui. D'une, dans les contrôles, on regarde ces points-là, effectivement, on est assez vigilant là-dessus, mais on ne pousse pas le contrôle lab plus que ça. Vous avez, donc c'est la prochaine fois, le 4 mars. Le prochain rendez-vous qui est spécifique lab. Donc là, vous aurez toutes les réponses avec Florence. 5 mars, pardon. 5 mars. Voilà. Merci. Signe dans l'oreillette. Oui, alors oui, les slides et le replay aussi. Voilà, donc vous aurez tout, vous pourrez tout faire. Concernant le RBE, alors je sais que à plusieurs reprises, on m'a soulevé le fait que le RBE n'est pas disponible, etc. Là encore, dans la démarche, nous en tous les cas, ce qu'on regarde, vous, je sais que vous faites le nécessaire pour récupérer le RBE. Si le jour où on intervient, vous n'avez pas tous les RBE sur le dossier qu'on regarde, il n'y est pas, etc. L'idée, là encore, c'est de voir la démarche du confrère. Est-ce qu'il sait ce que c'est qu'un RBE? On arrive avec chez des confrères où ils n'ont pas connaissance de ça. Ils ne savent pas aller sur le site, ils ne savent pas qu'ils doivent le récupérer, ils ne suivent pas les dossiers, etc. Là, on est vigilant là-dessus. Si vous, sur le dossier qu'on regarde, vous nous montrez qu'il y a un mail qui dit qu'il y a une anomalie, que vous n'avez pas réussi à... Voilà, quand on dit qu'on fait des contrôles en adéquation aussi avec le confrère et le contrôler, ça fait partie de ces choses-là. Donc, ayez les RBE, faites les démarches. S'il y a des anomalies, s'il y a des problèmes sur les sites, vous n'y êtes pour rien, nous non plus, donc on fait avec. Mais ça ne vous dispense pas de faire dans ces cas-là le questionnaire d'identification des bénéficiaires effectifs. Ça veut dire que c'est vous qui allez faire le job, et ce n'est pas le client ou l'avocat du client qui l'a fait quand il a immatriculé la société. Okay. Donc, si vous ne le récupérez pas, vous avez une société nouvelle, vous ne récupérez pas tout de suite le RBE, faites l'identification des bénéficiaires effectifs, vous avez les statuts, vous avez la répartition du capital, vous arrivez à faire un sauf cas très, très, très difficile et particulier. Donc là, Alors, vous ne le savez pas, en fait. Vous ne savez pas nécessairement parce qu'il n'y a pas d'obligation en théorie de mise à jour du RBE.
s'il n'y a pas de modification de capital. Mais quand vous êtes dans une structure type SAS, où il n'y a pas de transfert, enfin, il n'y a pas de transfert de titre, il n'y a pas de mise à jour des statuts, du coup, le RBE peut ne pas avoir été mis à jour. Dès que vous avez connaissance de ça, et notamment pour remplir vos éléments de liasse fiscale, si le RBE n'est pas à jour, vous remplissez, vous, votre propre fiche d'identification des bénéficiaires effectifs. Et puis d'ailleurs, après, vous le signalez au client ou à l'avocat du client. Donc là, sur cette diapositive, hein, c'est les points qui vont être prioritairement regardés au-delà du reste. Mais en tous les cas, voilà, c'est des choses que vous devez avoir dans les dossiers et sur lesquels vous pouvez faire en sorte que ça soit à jour et correctement rempli. Donc, on rappelle qu'effectivement, pour vous préparer au contrôle qualité, je suis sur la lab là. Ah non, oui, c'est la suivante. Attends, excuse-moi. Ouais, vas-y. Ouais, l'autre. Excusez-moi, j'ai juste un problème de vision de loin. Hein. Donc, du coup, j'ai 2 écrans. L'opération des yeux n'est pas encore parfaite aujourd'hui. Donc, effectivement, on se retrouve avec une formation. Vous pouvez suivre une formation en 2 étapes pour vous préparer au contrôle qualité. Donc, c'est un petit peu plus long que ce soir. Vous avez une première étape sous Didasque où vous êtes en auto-formation et vous suivez vous-même pendant 3 heures indicatifs de cursus. Et puis ensuite, vous avez la complémentaire en présentiel où vous avez un animateur qui vient répondre à vos questions et représenter comment on prépare un petit peu le contrôle qualité. Donc là, on va vous en faire un résumé peut-être un peu plus rapide. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, rejoignez les cursus de formation. Je crois qu'il y en a jusqu'au mois de juillet cette année, si je me souviens bien. Donc il y en a pas mal qui sont animés tout le long de l'année. Alors, comment se passe le contrôle qualité? Déroulement du contrôle qualité, on va aller un petit peu vite sur les premières étapes parce qu'on en a parlé. Septembre, globalement, il y a une sélection des contrôles. Et puis nous, on arrive maintenant, on est au mois de février N. Donc, vous avez eu déjà le préavis de contrôle. C'est pour ça que vous êtes là. Il y a eu les plannings de formation qui ont déjà été préparés. Et puis, vous venez pas au planning de formation, mais de toute façon, comme je vous disais, il y en a encore jusqu'au mois de juillet, donc on a tout le temps. Prochaine étape maintenant, c'est 22 ou 25 mai, je ne me souviens plus la date, mais vous allez avoir les notifications de contrôle qui vont vous être envoyées. Donc, à la fin de la période fiscale, ces notifications de contrôle, quand vous allez les recevoir, on va vous dire, bah, ça y est, maintenant, vous avez 30 jours pour cliquer sur le lien, préparer le questionnaire préparatoire, on va revenir dessus. Vous avez le nom du contrôleur qui vous est désigné et vous avez le nom du superviseur qui vous est désigné. C'est un peu le contrôle fiscal où vous avez le contrôleur et le contrôleur principal. Dessus. Donc là, cette étape-là, elle sera un peu clé parce que 30 jours pour répondre à votre questionnaire préparatoire. Mais globalement, on est maintenant en février, vous êtes en pleine période fiscale. Ce qu'on va regarder, c'est l'année 2024. Sur les campagnes 2025, on va s'intéresser qu'à l'année 2024. On ne va pas s'intéresser sur ce qui s'est passé en 2023, 2022 et les années précédentes. Donc, à la rigueur, si vous devez mettre un coup de collier pour la conformité de vos dossiers, de vos lettres de mission, c'est maintenant. Donc, peu importe qu'en 2022, vous n'ayez pas eu une lettre de mission tout à fait conforme ou que vous ayez loupé une étape de la lab ou quoi que ce soit, si vous y êtes au moment où vous remplissez le questionnaire préparatoire et où on vient, c'est parfait. Parce que c'est là où vous serez mis en conformité. Les délais en fait, depuis septembre et qui courent jusqu'en juin, date pour remplir le questionnaire, c'est effectivement pour permettre à chacun et chacune de se préparer, d'avoir le temps de se préparer, d'avoir les éléments nécessaires pour se préparer, la connaissance pour se préparer, etc. Donc, profitez de ce laps de temps justement pour mettre à jour les dossiers et vous assurer que tout est bien en règle. Et ces délais, je dirais à partir de juin, sont très importants. Quand on dit effectivement que vous avez 30 jours pour répondre au questionnaire, vous avez 30 jours. Et si vous mettez plus que 30 jours, déjà, il faudrait comprendre pourquoi il vous a fallu plus de 30 jours pour répondre à quelques questions. Et puis, c'est quand même important de pouvoir respecter les délais, même pour le contrôleur, pour s'organiser. C'est quand même plus simple. Ça veut dire que ça évite les relances, ça évite tout ça. Donc, si on veut aussi pouvoir maintenir ce contexte de bienveillance et tout ça, c'est vrai que c'est quand même plus agréable si tout le monde joue le jeu par rapport au délai. Le premier délai de 30 jours, je pense qu'il est quand même suffisant pour pouvoir répondre au questionnaire. Et puis, les délais pour réaliser les contrôles, pour que les contrôles se déroulent, sont quand même suffisants puisqu'on a jusqu'au 31 octobre pour pouvoir
faire en sorte que le contrôle se déroule dans nos cabinets. Donc, on est prévenu depuis déjà septembre de l'année d'avant, donc on peut aussi anticiper. Et puis, en juin, on est contacté par le contrôleur. Donc, je pense qu'on peut trouver une date. L'idée, c'est qu'effectivement, si chacun et chacune joue le jeu, le contrôle se passera dans les meilleures conditions. Donc, c'est quoi les délais qui sont importants? C'est fin juin, du coup, ça sera pour rendre le questionnaire. À l'issue de ça, vous avez le contrôleur qui va vous appeler pour convenir d'un rendez-vous. Et ce rendez-vous, effectivement, il faudra qu'il soit pris avant le 31 octobre. C'est la deadline qui est donnée par l'ordre pour que les contrôles soient tenus et pour que tout soit terminé. Parce qu'en fait, une fois que le contrôle est fait, il y a quand même du travail derrière et puis il y a la lettre conclusive à recevoir et à valider pour que tout soit fait avant le 31 décembre, puisque ça fait partie des consignes. Alors évidemment, on va vous donner une petite astuce, c'est que quand vous avez le nom du contrôleur, vous pouvez prendre rendez-vous avec lui tout de suite. Que vous ayez rempli ou pas le questionnaire préparatoire, vous pouvez vous prendre l'initiative de prendre rendez-vous avec le contrôleur. Le rendez-vous, il ne va pas être imposé. Hein. C'est vraiment un rendez-vous libre entre vous contrôlez et le contrôleur. Donc, on n'est pas à l'administration fiscale en disant tiens, on viendra tel jour à telle heure, etc. On a cette liberté-là parce qu'on a moins de volume à gérer qu'eux aussi. Et puis ensuite, prenez l'habitude, nous-mêmes on le rappelle souvent à nos contrôleurs, fixez 2 dates. Gardez une date de réserve systématiquement parce qu'on est dans un métier où il y a des aléas, vous pouvez avoir quelque chose qui arrive sur un dossier, vous n'êtes pas disponible ce jour-là, vous reportez le contrôle, mais vous avez déjà une deuxième date. Donc même quand on est dans la date du 31 octobre, si vous avez fixé 2 dates, une au 28 septembre et une au 28 octobre, ça marche, il n'y a aucun problème. Hein, donc, on est de toute façon dans nos délais. Donc, si vous savez que vous êtes susceptible à un moment donné de décaler les dates parce que vous êtes en période un peu tendue ou qu'il y a des clients, et comme par hasard, ça va arriver ce jour-là, mais ça, c'est toujours dans ces cas-là, hein, vous inquiétez pas avec ça, prenez 2 dates. Ça évitera d'être ordonné. Et si vous êtes volontaire pour que les contrôles se déroulent effectivement plus tôt, n'hésitez pas à en parler au contrôleur. C'est 30 jours maximum pour faire le questionnaire, mais ça peut être fait dans la foulée, ça peut être fait rendu bien avant. Et si vous pouvez aussi prendre contact avec le contrôleur, si certains, ça arrive, hein, on a des contrôlés qui appellent le contrôleur en disant écoutez, moi j'aimerais bien faire le contrôle le plus tôt possible. Entre guillemets, il sera débarrassé. Donc c'est aussi possible. D'accord ? Oui, globalement, le 22 mai, vous avez votre avis de contrôle. Le 23, vous avez renvoyé le questionnaire. Le 24, vous pouvez avoir le contrôle. Hein. C'est vous qui souhaitez. Donc, il n'y a pas de souci. Au niveau de la phase préparatoire, alors bon, on va passer un tout petit peu dessus pour vous dire comment ça se passe au niveau du contrôlé, que vous allez aller sur le portail, que vous allez répondre, parce qu'on va venir dessus plus en détail un tout petit peu dessus. Mais sachez que globalement, il n'y a pas d'aléa. Le contrôle a été préparé, ensuite il a été préparé par vous, et ensuite le contrôleur en a pris connaissance au moment où il vient, et il ne débarque pas en terrain inconnu, ou alors il y a une question sur les envois des préavis de contrôle. Ils ont été envoyés par mail, que par mail. Hein. Que par mail. Donc, oui, ils ont été envoyés au mois d'octobre. La question, c'est peut-être que vous n'avez, alors peut-être s'assurer que ce n'est pas en spam. Ah, et en SMS aussi, là encore, toujours dans l'oreillette, que vous avez reçu par SMS aussi, a priori. Voilà. Donc, si vous n'avez rien reçu, alors soit revérifiez vos spams, soit effectivement, c'est peut-être pas pour cette année. Sophie, c'est que vous n'êtes pas contrôlé cette année, mais si vous voulez, on pourra venir vous voir. Puisqu'effectivement, on ne l'a pas dit, mais les contrôles peuvent être volontaires. Oui, vous pouvez demander des contrôles volontaires, évidemment. On rigole un petit peu avec ça, mais on a des confrères qui souhaitent être contrôlés assez rapidement après leur installation pour savoir s'ils ont loupé quelque chose ou quoi que ce soit. On les renvoie en stage dans ces cas-là, je vous rassure. Elodie Cassard sera heureux de les recevoir. J'ai repris un cabinet en décembre. Alors, j'ai repris un cabinet en décembre 2024. Est-ce possible de décaler d'1 an le contrôle afin d'avoir le temps, après la période fiscale, de remettre en ordre les dossiers, notamment les lettres de mission manquantes? Oui, ça ce sont des demandes de report qui sont motivées. Il faut vous adresser au service qualité et évidemment, on va reporter le contrôle sur une année où vous serez vous-même dessus. En décembre 2024, vous n'avez pas vraiment travaillé sur l'année 2024. Donc, on préférera venir l'année d'après.
Sophie dit non, je ne pense pas. Je suis contrôlé tous les 6 ans. Alors, c'est du aléatoire quand même, les contrôles. Ça, c'est la compagnie, Sophie. C'est plutôt la compagnie où régulièrement, effectivement, tous les 6 ans, vous êtes contrôlé. Là, c'est quand même de manière aléatoire, pas du tout individualisée et pas de manière régulière. Donc, c'est peut-être un hasard qui a fait que c'était tous les 6 ans, si vous avez déjà eu des contrôles. Mais, non, mais le nom de Sophie me dit quelque chose dans un contrôle et je pense que c'était l'année dernière en plus. Donc, on va regarder. Mais effectivement, sachez que les contrôles, 6500 confrères à peu près en Île-de-France, dans les 650 contrôles lancés par an. Donc, ça veut dire qu'un tous les 10 ans. Après, ça peut être un tout petit peu plus parce qu'il y a des cas particuliers qui rentrent justement dans le cadre de structures pluri-associées. Et donc, on peut revenir un peu plus vite. Mais sinon, effectivement, c'est en moyenne un tous les 10 ans en Île-de-France. Alors, la sélection du cabinet, elle se passe. Alors, il y a 3 critères qui vont rentrer dedans. Il y a un premier critère qui vont être les jeunes inscrits de moins de 5 ans. Au bout de à partir de la 3e année, on va venir les contrôler, justement là pour vraiment aider il y a vraiment une notion d'accompagnement de la mise en place de un peu toutes les normes et toutes les règles. Ensuite, il y a un critère qui est purement aléatoire. Là, qui nous est défini, un peu, on dit, OK, il nous faut 600 contrôles, on en a 100 qui sont des nouveaux, on en a 100 qui étaient reprogrammés d'une année sur l'autre ou qui étaient dans les cadres des cabinets à implantation multiples ou des gros cabinets. Où là, le CNO nous dit, tiens, cette année, vous allez, alors on va citer une marque, mais cette année, vous allez contrôler, je crois que c'est Deloitte en plus. Je crois que je me souviens plus d'une année sur l'autre entre les bigs, mais vous allez aller contrôler 70 confrères chez Deloitte cette année. OK, on sait qu'on en a 70 ici. Donc derrière, on va aller mettre un petit peu d'aléas. Et dans les aléas, on va rentrer en plus un critère, tous les confrères qui n'ont pas été contrôlés depuis 15 ans, par exemple. Et on est sur une moyenne de 10 ans, et puis de temps en temps, on va passer complètement au travers pour X raisons, et depuis 15 ans. Donc là, de toute façon, on va les remettre dans l'ordre du contrôle, et ça va nous ressortir une liste dans l'algorithme qui va nous dire, OK, tenez, il y en a 5 qui n'ont pas été contrôlés depuis 15 ans, il y en a 25 qui n'ont pas été contrôlés depuis 12 ans, on les remet dans le programme de contrôle. Voilà. Donc des fois, il fut un temps, c'était une lettre alphabétique qui sortait, et puis tout Istia sortait à partir de la lettre alphabétique, et ça remontait. Alors, on demande s'il est... Non. Non, pas 3 années d'affilée. D'abord parce que dans les critères, on rentre un des critères, c'est vous n'avez pas été contrôlé au moins depuis 1 an. Normalement, il n'y a pas de contrôle plus d'1 an après. Nous, on rentre des critères tous les 3 ans parce que sinon, on vient vous voir un peu de manière inutile, en fait. Oui, mais dans ces cas-là, en fait, justement... Oui, bien sûr, tout à fait. Le collatéral peut exister, mais soit c'est un cabinet que vous venez de rejoindre, et dans ces cas-là, vous revenez dans la grappe de contrôle de ce cabinet-là, et effectivement, vous allez bénéficier d'un nouveau contrôle qualité, même s'il y en avait eu un en 2023 sur votre ancienne structure ou sur votre structure qui n'était pas rattachée à cette structure pluriprofessionnelle, enfin pluri-associée. Et là, effectivement, vous allez avoir, dans ces cas-là, 2 contrôles qualité très, très rapprochés. Il ne rentre pas du tout dans le contrôle de cette campagne. Non, on va vraiment se consacrer sur celui sur lequel vous avez exercé vos missions sur l'année 2024. Donc même là, le confrère qui nous disait que j'ai repris un cabinet en décembre 2024, effectivement, il n'a pas vraiment exercé ses missions, même si on sait qu'il va faire les travaux de comptes annuels. Il a toute l'année 2025 et on viendra en 2026. Oui, complètement. Oui, complètement. On pense que le contrôle qualité vous sera suffisamment profitable sur votre première structure pour que vous puissiez dupliquer éventuellement les petits manquements et les recommandations qu'on va vous faire sur ce cabinet-là. Il y avait une question pour les retraités qui n'avaient plus qu'un dossier. Alors, en fait, l'idée, c'est qu'à partir du moment où vous êtes inscrit
vous êtes contrôlable, comme on disait. Maintenant, effectivement, au cas par cas, donc je ne vais pas répondre pour telle situation, mais au cas par cas, effectivement, l'idée, c'est de voir avec le contrôleur ou avec l'ordre, en expliquant la situation. Souvent aussi, on a des contrôles qui sont arrêtés parce que, ce cas-là, voilà, il y a une personne qui va bientôt qui va bientôt se radier, il lui reste un ou deux dossiers, etc. Donc, ce n'est pas nécessaire d'avoir un contrôle. Par contre, on suit quand même le dossier pour s'assurer que la personne arrête son activité. Donc là, voilà, quand il y a des cas spécifiques comme ça, il ne faut pas hésiter à échanger avec le contrôleur, puisque vous avez les coordonnées tout de suite, pour exposer la situation et peut-être éviter de remplir le questionnaire pour derrière découvrir que ce n'était pas la peine de le faire, en fait. D'accord. Donc, n'hésitez pas. L'ordre a mis en place tout un système pour vraiment créer le lien avec l'ordre et le contrôleur et le superviseur aussi. Donc, profitez de ça pour vraiment faire en sorte que tout se passe pour le mieux et que vous ne fassiez pas des choses inutilement qui, derrière, si le contrôle est annulé. Oui, complètement. On a juste une petite remarque pour la salle. Quand vous posez des questions, on va les reformuler pour qu'ils puissent les entendre, puisque ça nous évitera de faire passer le micro. Donc là, par exemple, on a Caroline qui nous demande: la fréquence de contrôle varie-t-elle en fonction de l'activité du cabinet traditionnel qui tient la comptabilité, établit les états financiers, liasses fiscales, déclaration de TVA, est-il contrôlé aussi souvent qu'un cabinet qui ne fait que de l'accompagnement des CSE? Oui, d'abord parce qu'on ne sélectionne pas en fonction de l'activité du cabinet. Donc, que vous fassiez que de la fusion-acquisition sous l'étiquette expertise comptable ou que du BNC ou de la SCM, même contrôle. Même typologie de contrôle, on va dire. En fait, la fréquence varie-t-elle? Il n'y a pas du tout de critère de sélection par rapport à cette notion-là, en fait, par rapport aux missions, par rapport à tout ça. Il n'y a pas de sélection par rapport à ça. OK, on revient un tout petit peu au déroulé. Donc, le questionnaire préparatoire, comment on le remplit, le questionnaire préparatoire? Vous avez donc le lien qui vous a envoyé donc, fin mai. Ce lien, vous y accédez avec votre compte expert de toute façon, et il n'y a que vous qui pouvez y accéder. De temps en temps, on nous pose la question: est-ce que je peux déléguer à mon administrative, au cabinet, le lien? Ça veut dire que vous avez délégué votre compte expert. Donc, en théorie, non, bien sûr. Et donc, on va vous poser des questions sur l'organisation du cabinet, le personnel du cabinet, le maintien de la compétence, la clientèle, les méthodes de travail, et puis ensuite, la manière dont vous concluez vos missions dessus. Donc, l'organisation du cabinet, c'est ni plus ni moins que les fiches tableaux, voir si elles sont à jour, quels sont les noms de l'ensemble des membres de l'ordre inscrits qui exercent dans le cabinet. On insiste vraiment sur qui exerce. Vous pouvez avoir des confrères consoeurs qui sont associés avec vous, qui n'exercent plus ou qui n'ont jamais exercé ou qui exerceront un jour chez vous. Ils n'ont pas de mission d'expertise comptable chez vous. Vous faites juste une attestation sur l'honneur comme quoi ils n'exercent pas. On les sort du contrôle. Ça n'empêche pas que la structure va être contrôlée pour vous-même. C'est important. Alors, cette partie-là, elle est quand même importante. Il y a des petits pavés qui sont prévus pour raconter un peu l'histoire du cabinet, mais tout l'historique, je dirais, ce n'est pas forcément ça qui nous intéresse le plus, mais c'est effectivement pour bien comprendre comment le cabinet est organisé. Alors, dans 90% des cas, vous êtes tout seul ou deux, trois confrères, ça peut être simple, mais pas hésiter, si besoin, à fournir un organigramme parce qu'on a des montages des fois qui sont un peu complexes. Vous êtes dans plusieurs structures, il y a plusieurs cabinets. Enfin, c'est un peu complexe. Donc, pas hésiter à apporter toute la matière, je dirais, pour que le contrôleur puisse bien comprendre dans quel cadre on intervient et pour s'assurer du périmètre. Parce que très souvent, c'est au jour où on débarque, en fait, c'est en posant d'autres questions qu'on s'aperçoit que le périmètre n'est pas celui qu'on avait dans le questionnaire. Ça a été fait là encore de manière intentionnelle ou pas, je ne sais pas, mais l'idée c'est que voilà, si vous savez bien vous où est-ce que vous exercez, dans quelle société ou cabinet vous avez des mandats, etc. Expliquez tout. De toute façon, l'idée c'est qu'on puisse un peu prendre la température de tout ça. Donc, il faut qu'on sache vraiment le maximum d'informations pour qu'il n'y ait pas de doute derrière. D'accord ? Le contrôleur va vous poser aussi un certain nombre de questions par rapport à ça, mais ce périmètre-là, il est très important à définir. Vous avez fait certains montages, et derrière, faites un organigramme, comme ça, c'est 10 fois plus clair. Et le contrôleur, lui, après, vous dira, voilà, je vais contrôler un tel, je vais contrôler ci, je vais contrôler ça. Et vous le savez d'ores et déjà. Un des cas les plus complexes qu'on a, c'est quand vous avez des holdings qui sont inscrites à l'ordre, évidemment, et puis vous exercez dans une société, on va dire, qui, elle, a les mandats ou les missions. Et régulièrement, le confrère nous dit, moi, je vous ai donné les informations de ma holding.
OK, mais elle ne nous intéresse pas. Il y a 12 factures qui sont faites à la société d'exploitation. C'est la société d'exploitation qui nous intéresse. Cette année, on a eu le cas. On est rentré par 3 membres de l'ordre différents sans le savoir dans la même structure. C'est le troisième qui nous a donné enfin un organigramme pour qu'on s'aperçoive qu'en fait, ils avaient un nombre de holdings, une par membre de l'ordre, et puis qu'il y avait une seule et même structure individuelle. Donc, du coup, il a fallu qu'on rapproche tous les contrôles. Mais ce sont les cas un petit peu plus compliqués qu'on peut avoir de temps en temps. C'est effectivement, ne remplissez pas ce qui se passe dans vos holdings, mais là où vous exercez vos missions. C'est l'occasion de vous poser des questions aussi sur savoir si vous êtes à jour aussi sur vos inscriptions à l'ordre aussi. S'il y a eu des changements de périmètre, etc., vous pouvez vérifier, vous assurer. Vous allez sur Espace Pro et vous avez toutes les informations pour voir si tout est bien référencé selon la situation actuelle. Donc, profitez là encore de ce contrôle pour vous remettre à jour votre dossier permanent à vous en tant que tel. On posait la question sur les actionnaires. Oui, vous remplissez effectivement les informations sur les actionnaires. Et de toute façon, le contrôleur arrive aussi avec la fiche tableau avec toutes les informations. Et c'est l'occasion d'échanger pour s'assurer que voilà les actionnaires, voilà, on a tel actionnaire ou tels associés dans votre cabinet, est-ce que c'est toujours le cas, etc. C'est l'occasion ensemble de mettre à jour cette fiche tableau. C'est important parce qu'on a eu un cas qui était passé, j'allais dire, à l'as un tout petit peu, hein, qu'on a décelé en cours de contrôle. Un confrère inscrit, il fait une donation de ses parts sociales à son épouse qui n'est pas membre de l'ordre et il ne garde pas les droits de vote nécessaires. Ça passe très bien, le notaire, lui, ça ne lui pose pas de problème. Il ne fait pas la mise à jour tableau, on l'aperçoit en cours de contrôle. Donc, on est effectivement, bon, allez, on fait vite une mise à jour avant qu'on soit en exercice illégal, ça serait un petit peu dommage. Ça avait échappé, je vais dire à tout le monde, mais ce sont des petites choses qui se régularisent très facilement, hein, mais ce sont des petits cas comme ça où le contrôle va vous permettre justement de ne pas être pris à défaut le jour où il y aura besoin. Personnel du cabinet. Personnel du cabinet, très souvent, c'est une question qui revient lors des formations. Stéphane, et effectivement, on l'a précisé, mais c'est toujours bien de le rappeler, puisqu'on a toujours des surprises, hein, que tous les lieux d'exercice, effectivement, doivent être aussi précisés. On vous demande est-ce qu'il y a des bureaux, etc. Vous remplissez pour qu'on sache exactement tous les lieux sur lesquels vous intervenez, dans lesquels vous intervenez. Excuse-moi. Okay. Non, mais je t'en prie. Donc, effectivement, personnel du cabinet, il y a une question dessus. Vous allez voir, il y a un tableau à remplir. C'est un tableau Excel qui se reverse dans le contrôle, où on décrit les effectifs qu'on a. Y compris les membres du DEC, enfin les titulaires du DEC. Mais un titulaire du DEC qui n'est pas inscrit à l'ordre, il n'est pas contrôlable, mais ça reste un des salariés du cabinet. C'est juste un diplôme, dans ces cas-là, diplômé d'expertise comptable. Vous le classifiez de la même manière que quand vous faites votre classification pour vos cotisations ordinales. N'allez pas chercher le midi à 14h autre chose. Vous prenez votre tableau de cotisation que vous êtes en train de remplir là, ou que vous avez déjà rempli. C'est le même, vous remplissez le même tableau. Malheureusement, on ne peut pas le remettre dedans, pas encore. Donc, du coup, ça fait un petit doublon, mais c'est la même classification. Jean-Mathieu avait une question pour un cabinet qui va être fusionné et qui sort de la région Île-de-France. Donc, à mon avis, ça sort du scope du contrôle. Oui, ça sort du scope du contrôle, Jean-Mathieu. Mais si, de toute façon, si le cabinet est radié et en Île-de-France, donc il n'y aura pas lieu de... Il faudra faire la mise à jour tableau et donner l'information suffisamment tôt pour qu'on puisse mettre fin au contrôle avant d'y aller. Donc, le personnel du cabinet, effectivement, c'est là pour qu'on puisse comprendre comment vous fonctionnez. Et parce qu'on va regarder aussi la cohérence de votre activité avec votre personnel, bien évidemment, et les compétences, les spécificités de vos dossiers, les formations. Donc, tout ça, c'est pour bien connaître votre cabinet, votre fonctionnement, pour que nous, derrière, lorsqu'on intervient et qu'on regarde et même les dossiers, qu'on s'assure que vous avez mis le personnel adéquat à vos dossiers. D'accord ? Et on ne porte pas de jugement de valeur sur vos collaborateurs. Hein. Ce n'est pas une évaluation de vos collaborateurs. On ne va pas dire, tiens, vous avez telle typologie de collaborateurs pour telle typologie de mission, on est surpris. On ne fait pas ça. Alors en freelance. En freelance, ça va nous poser un problème. En freelance, ça va nous poser un problème. Vas-y, coupe l'enregistrement. Non, de manière plus sérieuse, en freelance, vous savez qu'on a une cour de cassation qui nous interdit quand même d'avoir des sous-traitants non membres de l'ordre. Donc, en freelance, on vous dira, on n'a pas le droit d'avoir des non-membres de l'ordre qui interviennent au sein des cabinets, quelle que soit, je veux dire, la mission comptable.
Vous avez des sous-traitants qui font de la paye, aucun problème. Vous avez des sous-traitants qui font du juridique. Très, très attention avec la prérogative d'exercice des missions d'avocat. Vous avez des sous-traitants qui font des missions non réglementées, aucun problème. Vous avez des freelances qui viennent faire de la saisie comptable, de l'arrêté de bilan avec vous. Même si vous faites la supervision, que vous encadrez effectivement toutes ces personnes-là comme si c'était un salarié, pour l'instant, on tombe vraiment en système hors la loi, j'allais dire. Donc, on se met quand même un petit peu en difficulté en couverture d'exercice illégal. Donc, il y a un risque. Il y a un risque. Ce n'est pas nécessairement au niveau du contrôle qualité qu'on va vous dire si vous faites bien la supervision, si vous faites bien les travaux, vous gardez bien la maîtrise du client, vous dire vous n'êtes pas conforme dessus. Maintenant, si c'est on va s'adapter à votre structure, vous faites ça de manière quasi exclusive dans votre cabinet, on n'est pas conforme au texte et là, il y aura un vrai problème. Vous le faites de manière un peu ponctuelle parce que c'est la période fiscale, parce que vous avez pris l'habitude d'avoir quelqu'un qui vient vous donner un coup de main sur la période fiscale. Ah, ok, on va s'adapter un tout petit peu à ça et prenez les précautions qui vont avec. Mais malheureusement, on n'a pas d'autre solution que de vous dire aujourd'hui, attention, on est hors la loi. Hein, malheureusement. La loi n'a pas été adaptée malgré les demandes des instances aujourd'hui de dire la sous-traitance, il faudrait peut-être tenir compte de la typologie de sous-traitance, de la supervision, mais la loi est telle que donc on ne la fait pas. Oui, tout à fait. Madame nous disait qu'effectivement, l'intervenant, c'est soit l'expert comptable inscrit, soit du personnel salarié du cabinet d'expertise comptable. Oui, le sous-traitant, si c'est de la sous-traitance, c'est forcément auprès d'un membre de l'ordre. À nouveau, que pour les missions réglementées. Hein, on insiste un tout petit peu, parce qu'il y a beaucoup de nos missions qui sont non réglementées. Et puis ensuite, la partie mission réglementée, oui, ce sont des salariés directement dans ces cas-là. Les associés qui ne sont pas salariés, qui ne sont pas EC, peuvent travailler non plus, hein, bien sûr. Un salarié qui n'est pas membre de l'ordre, un associé qui n'est pas membre de l'ordre, si vous le rémunérez, alors soit il travaille, vous ne le rémunérez pas, c'est du travail clandestin, soit vous le rémunérez, il n'est pas salarié, c'est pareil, pour l'URSSAF, c'est du travail clandestin, puisqu'il n'est pas immatriculé. Et puis, si vous l'immatriculez, du coup, vous tombez sous le coup de l'interdiction de sous-traitance à un non-membre de l'ordre. Alors, maintien de la compétence. Donc là, en fait, les parties qu'on vous présente, les 5 points, c'est des parties qui sont vraiment très distinctes dans le questionnaire. La troisième partie concerne le maintien de la compétence. Le maintien de la compétence du contrôle, de l'expert comptable et de ses équipes. D'accord ? Premier point qu'on rappelle, c'est qu'il n'y a pas de quota d'heures de formation pour les experts comptables. D'accord ? C'est pas une vieille légende, puisque à un moment donné, ça a effectivement existé, mais ça a été supprimé d'un point de vue légal. C'est une recommandation. L'ordre recommande fortement de suivre, alors c'est un minimum 120 heures sur 3 ans, un peu les règles de la compagnie, si vous voulez, mais c'est une recommandation, donc il n'y a pas de quota en tant que tel. Maintenant, le maintien de la compétence fait partie de nos règles, et donc on doit faire en sorte de se former et de suivre un certain nombre d'heures de formation pour montrer qu'on se tient à jour. D'accord ? La simple revue, l'abonnement à la revue fiduciaire, à d'autres revues professionnelles et la lecture de ces textes-là ne suffit pas, puisqu'en fait, il faut quand même qu'il y ait un minimum. Il faut que la formation, je dirais, ce qui s'appelle vérifiable dans les textes maintenant, c'est-à-dire que vous êtes capable de nous fournir, que vous avez assisté à un webinaire, vous êtes capable de nous fournir une attestation de formation de 8 heures, etc. C'est partie vérifiable où vous faites vous-même de la formation, vous faites vous-même des rédactions d'ouvrages, ou des rédactions d'articles, etc. Tout ça, ça fait partie de ce qui s'appelle vérifiable. Maintenant, si c'est de la simple abonnement à diverses revues professionnelles, ça n'est pas suffisant. D'accord ? Donc, on peut remettre en cause, je dirais, le maintien de la compétence. C'est important quand même d'avoir ça en tête. Maintenant, quand je vois des questionnaires où il y a marqué combien d'heures de formation faites-vous par an et que je vois 40 heures, qui est du coup celui qu'on a tous en tête en se disant, voilà, donc on sait qu'on peut aller creuser ce point-là parce que derrière, effectivement, ça ne veut rien dire en tant que tel. Et d'aller prouver ces 40 heures, souvent, ce n'est pas le cas. Donc là encore, c'est pour vous aussi, hein, c'est important de se tenir à jour. Mais ça se montre par tout moyen.
Oui, oui, d'autant plus que ce maintien de la compétence vous concerne, vous, membre de l'ordre, mais concerne également vos équipes, et que ce maintien de la compétence, il doit être en adéquation avec les missions que vous avez. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites que du BNC et que vous avez eu des 40 heures ou un cursus sur la gestion patrimoniale et que vous n'en faites pas du tout, autant vous dire que vous n'avez pas eu le maintien de la compétence sur les BNC. Pour autant, vous pouvez être très, très, très compétent dessus et vous n'avez pas besoin de compétences complémentaires en dehors de l'actualisation de la doc. Donc ça, après, c'est là où, dans un dossier technique particulier, on va rentrer dedans, puis globalement, on va dire, OK, votre compétence est largement suffisante ou elle est insuffisante parce que la formation, ça serait bien d'en refaire un petit peu un focus dessus. Donc vraiment, on insiste dessus, pas de quota et en adéquation avec les missions, et ça concerne tous les membres du cabinet, y compris vos salariés. Les webinaires de l'ordre comme celui-ci sont-ils considérés comme maintien de la compétence? Celui-ci, vous devenez largement plus compétent à l'issue de ce webinaire. Évidemment. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, si l'ordre organise aussi ces webinaires, c'est pour que vous puissiez, vous aussi, de votre cabinet, souvent quand c'est à distance, vous puissiez aussi bénéficier d'un minimum de formation. Donc, assister et profiter de ces webinaires fait partie du maintien de la compétence, effectivement. Alors, on avait une petite question, on va revenir un tout petit peu sur la sous-traitance, après on va prendre la question de la salle, mais la saisie comptable confiée à des officines à l'étranger, même si ce sont des gens qui ont été diplômés chez nous, aujourd'hui, ça tombe dans l'exercice illégal. Donc ça, on n'a pas de doute. Ensuite, question de Caroline, bon, on a du mal à comprendre. Si vous ne contrôlez pas la facturation, pourquoi vous faut-il fournir le volume d'honoraires? C'est juste parce qu'on est très curieux, Caroline, qu'on vous demande le volume d'honoraires. Non, c'est juste parce que en fait, ça nous fixe la typologie de votre cabinet et ce que vous faites par rapport au nombre de missions. Quand vous fournissez dans la clientèle et la mission le volume d'honoraires, on revient juste sur la slide, vous fournissez le nombre de missions et le volume d'honoraires. Ça permet, d'avoir une statistique au niveau national du prix moyen d'une certaine prestation. Et puis deux, nous, ça nous permet effectivement de voir que si vous avez 10 missions pour 1 million, OK, ça veut dire que vous avez un volume d'honoraires très, très significatif. Sur ces missions, il va y avoir des missions dites à risque. Et puis, par contre, si c'est très dilué, il va y avoir effectivement moins de risques en termes d'indépendance ou de dilution de risque. Mais c'est juste à des fins de bien connaître votre typologie cabinet. On a une question de la salle. Oui, madame. Joker. Oui, alors la question est de savoir si une structure qui exerce en France fait appel à une autre structure filiale, voilà, filiale à l'étranger, sur un network à l'étranger. Est-ce que dans ces cas-là, on a un risque de sous-traitance illégale? On ne sait pas répondre exactement aujourd'hui à ça. Enfin, nous, on ne sait pas répondre. Au niveau de la déontologie, je pourrais peut-être un peu plus vous répondre. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où vous l'avez filialisée, mais que vous ne l'avez pas inscrite à l'ordre, oui, évidemment, parce qu'elle est à l'étranger, la Cour de cassation nous dit que les travaux doivent être confiés à une structure inscrite à l'ordre. Donc, à partir du moment où vous les avez fournis, vous avez fait travailler une structure à l'étranger qui n'est donc pas inscrite à l'ordre national, alors, à mon sens, mais ça reste qu'à mon sens, aujourd'hui, il faudra avoir une confirmation, vous rentrez dans le cadre où vous n'êtes pas en autorisation d'exercice. Oui, mais le personnel qui vous fait... Oui, mais le personnel qui vous fait la saisie à l'étranger, vous les rémunérez, enfin, vous rémunérez la structure. Que ça soit avec un contrat qu'on vous recommande fortement, ou l'absence de contrat, en tout état de cause, la cause est la même. Vous avez confié des travaux comptables de la prérogative d'exercice à une structure non membre de l'ordre.
Voilà, donc on a forcément une difficulté aujourd'hui par la Cour de cassation et on tombe sous le cadre de l'exercice illégal ou de la couverture de l'exercice illégal. Je pense que la on a un question vrai de risque. la sous-traitance, on a plusieurs questions qui, je vois, qui apparaissent aussi. Je pense qu'à notre niveau, là, c'est assez délicat aussi de répondre et de se positionner. Oui. Il y aura des webinaires spécifiques dessus. C'est pas clair non plus. Pour nous-mêmes, c'est pas clair. C'est un peu délicat comme situation, à mon sens. Ouais. Malheureusement, je sais, mais l'ordre n'est pas non plus forcément n'arrive pas toujours à se positionner. Ouais, bien sûr. Il y avait une question qui était sur les honoraires. Est-ce qu'on peut facturer à zéro? Si vous avez une lettre de mission que vous facturez zéro, bah, tant pis pour vous, mais oui, l'idée, c'est d'avoir la lettre de mission en tous les cas, puisque vous êtes couvert, qui explique. Oui, alors, se posera la question, l'administration fiscale sera en droit de vous poser la question pourquoi il y avait une prestation à zéro, la DGRCF également, mais nous, en tant que contrôleurs, pourquoi vous avez facturé à zéro, vous avez une lettre de mission, vous avez décidé de remiser la prestation intégralement à votre client, pourquoi pas? Conflit d'intérêt sur des honoraires facturés à zéro? Oui, mais la question est de savoir si j'ai une facturation pro bono ou voire à zéro. Enfin, pardon, c'est la même chose. Par exemple, pour une association, c'est du mécénat de compétences. C'est du mécénat de compétences. Vous pouvez, et ce qu'on va vous recommander très fortement, c'est de faire une lettre de mission, de pratiquer un prix et de faire une donation à l'association. De faire un don à l'association. Du montant de vos honoraires. Après, vous faites ce que vous voulez du certificat fiscal, vous le déduisez sous format de mécénat, vous ne le déduisez pas, mais c'est du mécénat de compétences. Donc, soit effectivement, ce mécénat de compétences, vous décidez de le faire à titre individuel, même si vous utilisez votre structure, et donc vous le gardez en mécénat de compétences. À partir du moment où vous rentrez dans une mission d'expertise comptable, ce qu'on vous recommande, là, c'est vraiment d'avoir une mission d'expertise comptable avec une facturation. Et derrière, à nouveau, je vous dis, vous faites un don à l'association de même montant. Rien ne vous interdit de le faire. Après, on va regarder le principe de l'indépendance. Après, ça va être l'histoire de l'indépendance aussi. C'est-à-dire qu'il faut comprendre. Eh ben oui, mais sauf que ça sera au cas, en fait, à comprendre pourquoi est-ce que vous avez facturé. Après, c'est aussi à vous. Déjà, on ne pourra pas regarder tous les dossiers non plus. Et après, c'est aussi à vous de comprendre, effectivement, par rapport à cette position-là. L'idée, c'est qu'on doit, et on ne doit paraître indépendant. Donc, est-ce que vous êtes en mesure de montrer que vous êtes indépendant compte tenu de cette situation de proximité avec le client pour qui vous facturez zéro, etc. C'est effectivement, c'est plus délicat. Mais la lettre de mission vous couvre sur vous réalisez une mission. Donc, vous êtes couvert s'il y a un souci. La facturation à zéro, a priori, ne pose pas de souci. Oui. On ne va pas nécessairement s'intéresser à ce genre de pratique ou de particulière, pardon. Oui, on va avancer, on va finir très en retard. Mais on ne va pas nécessairement s'intéresser à tout ça. Mais par contre, lors de l'échange avec le confrère contrôleur, n'hésitez pas à poser ce genre de questions un peu particulières. Donc, clientèle, émission, OK, donc on vient d'en parler pour répondre à la question de Caroline un tout petit peu. Important aussi, parce qu'on est dans le cadre de la préparation aussi du contrôle, c'est important, puisque là, l'idée, c'est que nous, encore, on reprenne toujours cette température au niveau clientèle, et donc on connaisse un peu vos typologies de clientèle. Si vous n'êtes pas en mesure d'identifier, de donner un certain nombre de renseignements sur vos typologies de clientèle, sur les honoraires, etc., c'est que peut-être aussi, quelque part, il y a un problème aussi d'organisation. D'accord? Donc, on fait le lien aussi avec cette difficulté à avoir cette information, ce niveau d'information. Là, on n'est pas à l'euro près. D'accord? Si c'est des honoraires, si vous dites 10 000 et que c'était 9 500, on ne va pas les vérifier, on ne va pas repointer tous ces éléments-là. L'idée, c'est de nous d'avoir connaissance et c'est de vous aussi de mettre un peu en exergue un peu les clients principaux, etc. Donc, c'est une information qu'on ne vous demande pas forcément de remplir à l'euro près, mais d'avoir une approche des 5 plus gros clients, est-ce que c'est plutôt des missions de présentation, est-ce que c'est plutôt des missions de paye, des missions de tenue comptable sans mission de présentation, etc. Une approche de votre typologie de clientèle.
Bon, en général, vous connaissez votre cabinet, vous savez très bien que vous avez 100 clients, même si c'est 110, 95, ça ne change rien au niveau du contrôle qualité. Les méthodes de travail, effectivement, on va vous demander est-ce que les procédures sont écrites? Si elles sont écrites, si elles sont dans un manuel, parfait. Si elles ne sont pas dans un manuel et qu'elles sont j'allais dire, éparpillées dans votre organisation, mais qu'elles sont écrites, il n'y a pas de problème. On rappelle que la NPMQ oblige les cabinets à avoir des procédures écrites. C'est juste important. Elles sont adaptées à la typologie du cabinet. Un confrère qui exerce tout seul, ces procédures écrites, autant vous dire qu'elles vont moins nous intéresser parce qu'il est tout seul, parce que le risque en cas d'empêchement de confier ces dossiers à un autre confrère, il repartira sur les procédures quasi inexistantes, mais il n'aura pas trop de difficultés à trouver qui faisait quoi dans le cabinet puisque le confrère était tout seul. On va s'assurer que la lab est mise en œuvre, évidemment. On va indiquer les moyens de supervision. Supervision, ça ne veut pas dire que je signe les feuilles de travail de mes collaborateurs. Hein, on est bien d'accord. On a vu ça aussi. des petites choses comme ça, juste avant le contrôle, le confrère a repris le dossier de travail. Pourquoi papier alors que tout était dématérialisé pour nous les signer? C'est vraiment pas ça. Et puis, vérifier la durée de conservation des dossiers de travail et des documents. Là, on vous incite à vous rapprocher un petit peu des textes et de votre organisation professionnelle. Combien de temps je dois garder mes dossiers de travail? Combien de temps je dois garder mes documents en matière de lab? Globalement, c'est le contrôle qualité et l'occasion de se pencher un tout petit peu là-dessus. Est-ce que je suis conforme? Est-ce que je ne suis pas conforme? Si je conserve mes dossiers plus de 5 ans après la fin de ma relation d'affaires, est-ce que c'est OK? Vis-à-vis de quoi? Quand? Et pourquoi? Donc, pour vous aider, vous avez à disposition monmanuelcabinet.fr, donc sur le site K-Performance. Vous pouvez télécharger. Je ne sais pas est-ce que certains dans la salle connaissent le manuel cabinet? Vous l'avez utilisé? Non? Donc voilà, donc n'hésitez pas. Non, n'hésitez pas, c'est un outil qui est gratuit. Allez le consulter pour en prendre connaissance et le mettre en place. Le déroulé du contrôle sur place. Donc, le contrôle sur place, il intervient. Vous avez pris rendez-vous avec le confrère. Il est venu, le confrère contrôleur, il est venu chez vous. Globalement, le contrôle, il va se dérouler en 3 phases. Il va se dérouler en une phase assez importante, le contrôle structurel. Donc, c'est votre questionnaire que vous avez rempli. On va descendre avec vous l'ensemble des questions et faire 1 ou 2 tests de matérialité. Vous nous avez dit que vous avez systématiquement des lettres de mission. Parfait. On va vous demander un modèle de lettre de mission principale. Et c'est là où les missions, on va rebondir sur les missions que vous effectuez le plus pour dire une typologie de lettre de mission. Comment vous faites? Est-ce qu'elle est conforme à tout ce qu'on attend dans une lettre de mission? Ensuite, dans ce contrôle structurel, c'est là où on va regarder mais vraiment tout ce que vous avez renseigné à partir de vos documents dessus. Sachez que le contrôleur, au niveau du contrôle structurel, n'emporte aucun document. Il y a un exemple de lettre de mission, vous l'avez fourni sur le site. Si vous ne l'avez pas fourni, on va le prendre. Là aussi, pourquoi on prend un exemple de lettre de mission? On le remet sur le portail. Le CNO s'en sert pour les best practices des membres de l'ordre. En fait, de temps en temps, ça aide aussi à voir ce qui est fait par d'autres cabinets et ça aide à l'ensemble de la profession. Donc, le contrôle structurel, effectivement, au cours de cet entretien, alors on descend le questionnaire, mais c'est surtout beaucoup d'échanges et beaucoup de nous montrer en fait comment ça se passe. Donc, souvent, hein, c'est avec l'ordinateur et avec un écran, et donc on regarde un peu comment c'est organisé, comment vous êtes capable, vous, de nous justifier les notes, les comptes rendus, ce que vous faites, les rapports, les comptes, etc. Tout ce que vous pouvez nous dire à l'oral. On ne se contente pas que de l'oral, on regarde aussi un peu comment c'est organisé. Si vous êtes papier, vous êtes papier. Si vous êtes dématérialisé, vous êtes dématérialisé. Mais donc, on regarde un peu tout ça. Alors, il y a une question... vous ne changez rien à votre habitude de travail pour le contrôle. Vous travaillez de chez vous, le contrôle aura lieu chez vous. Vous travaillez dans une structure complètement dématérialisée et vous êtes tout le temps chez les clients ou quoi que ce soit, OK, le contrôle peut avoir lieu à l'ordre. Enfin, à l'ordre, dans une cellule spécifique. Je ne sais pas si tu faisais référence à la question qui était posée. Mais il y a une question, effectivement, quelqu'un qui est en full télétravail. Alors, je ne sais pas ce que c'est le full télétravail, si c'est pour l'expert comptable, ça veut dire que vous exercez chez vous, du coup. Mais vous exercez. En fait, le contrôleur, vous le rencontrez là où c'est le mieux, là où c'est le plus simple. Il n'y a pas d'opposition à ce que ça soit chez vous si c'est chez vous.
d'accord, si vous travaillez chez vous, si vous n'avez pas du tout l'habitude de recevoir ni aucun client, etc., chez vous et que vous le faites, on fait comme un peu vous faites avec les clients. Et sinon, comme disait Stéphane, effectivement, vous louez une salle, soit vous demandez une salle à l'ordre, soit sur Lucas, c'est ça, au Sur niveau Lucas, national, vous pouvez louer des salles. Les contrôles qualité ne se font pas dans les bars, par contre. Ouais, Voilà. il y a des Enfin, questions de confidentialité. on insiste un tout petit peu parce qu'il y a des questions de confidentialité. On ne va pas au Starbucks, enfin ou ailleurs, pour faire le contrôle qualité. Si vous voulez louer une salle dans un hôtel, vous louez une salle dans un hôtel, il n'y a aucun problème. Mais il faut que ça soit confidentiel. Le contrôle technique aura lieu l'après-midi. Donc le contrôle technique, c'est chaque membre de l'ordre qui appartient à la structure va avoir ce contrôle technique sur ses dossiers. Donc, c'est les dossiers sur lesquels vous avez signé, en fait, à la fin, les dossiers. Donc, comment on fait? Globalement, on va aller prendre 2 dossiers par personne et on va aller descendre ces dossiers-là dans les caractéristiques essentielles. Donc, oui, j'ai ma lettre de mission. Oui, la lab a été mise en place. On va aller rentrer dedans. Comment vous l'avez mise en place, etc. Oui, j'ai un dossier de travail. Oui, j'ai un rapport. Pas plus, pas moins que ça. Le dossier de travail, ce qu'on vous disait tout à l'heure, on ne va pas redescendre l'entièreté de votre dossier de travail. Par contre, effectivement, vous avez une note de synthèse qui dit que dans la note de synthèse, les marges étaient incohérentes et que vous en tiriez une certaine conclusion. On va s'attendre à retrouver la même conclusion dans le rapport. Voilà, mais c'est tout. Et le questionnaire technique, effectivement, donc on prend deux dossiers. Alors souvent, on prend un dossier on demande au contrôlé quel dossier on peut regarder. Et puis nous, on va en sélectionner un autre parmi la liste qu'on aurait pu avoir. Et puis, ce qu'on appelle un contrôle transversal, éventuellement. Alors, c'est fait de façon formelle ou non. L'idée, c'est quoi? C'est dès lors qu'on a un doute sur un point, ça peut arriver que le dossier qu'on ait choisi, il manque la lettre de mission, ou elle n'est pas à jour, ou il y a une anomalie sur ce dossier-là, on ne va pas en tenir rigueur en disant non, ça y est, on va faire une observation sur ce point-là. L'idée, c'est de faire ce qu'on appelle un transversal, c'est-à-dire que ce point-là, on a un doute, montrez-nous que sur les autres dossiers, il n'y a pas ce problème-là. D'accord? C'est le problème du RB de tout à l'heure qu'on évoquait. Ça m'est arrivé, j'avais pris un dossier, il me dit oui, celui-là, j'ai un problème, j'ai pas réussi à le récupérer, etc. On a regardé les autres, ok, c'est bon, on passe à autre chose. Donc l'idée, après, ça peut se formaliser derrière par un questionnaire, mais en tous les cas, le confrère ne doit pas se contenter, à mon sens, ne doit pas se contenter que de 2 dossiers pour faire des observations. Un minimum, il faut quand même avoir regardé plusieurs dossiers pour s'assurer que l'observation qu'on va faire, puisque quand on fait une observation, c'est parce qu'on parle d'un manquement grave et surtout répété. Et donc, 2 dossiers, par définition, on ne peut pas considérer que c'est répété quand vous avez 50 dossiers. Donc, il faut qu'on aille un peu plus loin. Et c'est aussi à vous, parce que c'est du contradictoire, ce contrôle qualité, c'est aussi à vous de montrer ou de prouver aux confrères, aux contrôleurs, que finalement, cette anomalie qu'il a pu déceler, et il a peut-être raison, finalement, ça ne s'avère pas sur les autres dossiers. D'accord? N'hésitez pas à montrer aux confrères que sur d'autres dossiers, ce n'est pas comme ça et que ça peut arriver. Vous avez le droit et on a tous le droit et on n'est pas infaillible. On peut avoir des loupés sur certains dossiers. Et souvent, c'est ce qu'on rencontre aussi. C'est-à-dire que les contrôlés n'osent pas forcément revenir sur ce point-là. Donc, ne mettons pas des observations qui n'ont pas lieu d'être. On insiste beaucoup auprès de nos contrôleurs dessus pour dire à partir du moment où vous avez un constat qui pourrait déboucher sur une observation parce qu'on est sur un manquement grave et répété, alors vous devez étayer votre échantillonnage pour dire sur combien de dossiers il y avait. Alors, on n'est pas en train de compter le nombre de dossiers, mais plutôt la proportion des dossiers. Oui, c'est ça. Quand les 2 dossiers sont très bien et ça confirme en fait ce qu'on avait vu le matin dans le contrôle structurel, il n'y a pas lieu d'aller plus loin. Vos pratiques sont parfaites, il n'y a aucun problème. Ou vos pratiques, sans être parfaites, sont suffisamment bonnes de toute façon. Venez chez nous, vous allez voir qu'on n'a pas des pratiques parfaites, on a des pratiques suffisamment bonnes pour. Et là encore, soyez pas réfractaire si le contrôleur, même s'il a contrôlé 2 dossiers et que c'était bien, s'il vous demande de regarder, mais sans le formaliser un autre dossier, vous fermez pas, le prenez pas mal. C'est pas contre vous, c'est juste que ça permet de conforter aussi son approche et ses conclusions. Dernière partie, c'est effectivement. Alors, je réponds juste à une question de Thomas. Comment le contrôleur sélectionne les dossiers? À nouveau, on est dans le confraternel, donc l'échange, c'est en général, vous sélectionnez le premier, le contrôleur va sélectionner le deuxième sur une liste. Des fois, c'est vous qui sélectionnez les 2, des fois, c'est le contrôleur qui va sélectionner les 2. Il n'y a pas de règle écrite là-dessus, mais en général, on est vraiment sur un échange dessus.
Et juste, Tariq, oui, je précise, espace de coworking, on veut de la confidentialité, donc vous allez devoir louer une salle à partir du moment où vous êtes dans un espace de coworking qui soit suffisamment sécurisé pour qu'on ait la confidentialité. Et donc, donc ça, c'est la partie, je dirais, officielle, à l'issue desquelles vous avez une synthèse et vous avez une synthèse contradictoire que vous devez signer. Vous êtes d'accord, pas d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, vous le mentionnez sur la synthèse, sur les synthèses qui vous seront proposées. Et dernière partie du contrôle qualité qu'a mis en place le Conseil régional de Paris, c'est ce qui s'appelle l'amélioration de la performance du cabinet, où là, dans le courrier que vous avez reçu et que vous allez recevoir officiellement aussi pour l'avis de contrôle, vous avez le site Cap sur la performance, donc mon diagnostic performance, où là, l'idée, c'est que au travers de cet auto-diagnostic, l'idée, c'est d'échanger avec le contrôleur sur votre cabinet, que ça concerne la stratégie, que ça concerne les RH, que ça concerne votre organisation, que ça concerne vos outils, que ça concerne les différentes thématiques de l'organisation d'un cabinet, pour que vous fassiez, vous, un auto-diagnostic pour savoir où vous en êtes, et puis avoir un peu un benchmark, puisque ce questionnaire-là vous permet d'avoir un benchmark par rapport aux autres professionnels, aux autres experts comptables. Et donc, au cours de cet entretien, là, c'est plus du tout formalisé. Hein, on ferme l'ordinateur et on échange. Alors, c'est fait comme ça, soit en fin de journée, soit au cours du déjeuner. Il y a aussi une partie qui peut être faite au cours des échanges, en fait. Mais c'est de vous apporter ce lien qu'on disait en introduction avec la profession, avec les instances, et d'échanger avec un confrère. Ce n'est pas le cas, il y a beaucoup de confrères et consoeurs qui sont seuls. Et c'est l'occasion d'échanger sur comment améliorer mon cabinet sur tel ou tel point, quelles difficultés je rencontre, est-ce que vous aussi. Et puis voilà, donc c'est un échange qui est là pour vous apporter du plus. Profitez vraiment de la présence, j'allais dire, d'un confrère qui en plus est contrôleur et donc a eu quelques formations complémentaires dessus pour échanger sur l'actualité de la profession, sur les pratiques professionnelles, sur plein de choses. Profitez-en réellement parce que c'est un moment assez important. En général, ce sont des retours très appréciés. À blanc, ça veut dire qu'un autodiagnostic à blanc que vous pouvez remplir, en fait, c'est pour vous, c'est uniquement pour vous. Et donc, vous pouvez le faire quand vous voulez. C'est ça, c'est ça. Oui. Vous pouvez aller dire, au même titre que dans tous les outils Cap sur la performance, il y a pas mal d'outils et il y en a un qui vous permet de vous dire, tiens, je situe mon cabinet en cours de contrôle, avant le contrôle. Je suis sur une période, ça fait 3 ans que je n'ai pas eu de contrôle ou ça fait 10 ans que j'en ai pas eu. Je veux voir si quelque part je suis OK. Je me fais un autodiagnostic. Il est pour moi. Donc là, au moins, j'ai l'avantage d'avoir un outil qui a été développé par l'ordre qui va répondre à tout mon autodiagnostic. Et il n'y a que vous qui y avez accès. Donc là, voilà, vous pouvez en tirer que du bénéfice pour vous. Répondez de manière là aussi honnête. C'est anonyme. Oui, puis il n'y a pas de notes et pas de conséquences. On n'a pas accès. Enfin, voilà, c'est vraiment sécurisé par rapport à vous et vous le transmettez au contrôleur ou pas, mais c'est l'occasion d'échanger sur ces différentes thématiques. Oui, et puis cette partie-là, à différence du contrôle structurel et technique, c'est que cette partie-là, vous pouvez l'arrêter de vous-même. Hein. Vous choisissez la thématique, puis vous dites, bah non, l'autre thématique, elle ne me plaît plus, j'ai plus envie d'en parler, c'est bon, ok, c'est bon, on ne va pas s'en vexer. Il n'y a aucun problème. La conclusion du contrôle, globalement, il y a 2 synthèses qui vous sont délivrées sur place. Alors, ce sont des synthèses, à nouveau, on en a parlé tout à l'heure, du contradictoire. Et donc, vous avez des remarques et les synthèses, elles sont étayées par un constat, un point de règle, et puis on rappelle typiquement article 151 du Code de déontologie, la lettre de mission doit être signée par toutes les parties, mais pas nécessairement paraphée. On rappelle ça dessus, mais parce que les lettres de mission n'étaient pas signées, ok, on vous l'a dit, on vous a renvoyé un texte pour que vous puissiez vous y référer. Si dans les remarques, vous avez dit, mais toutes mes lettres de mission sont signées en première page, mais pas en dernière page, est-ce que c'est ok ? Ok, on a pris votre remarque telle que le contrôleur doit vous répondre pourquoi éventuellement la remarque est maintenue ou pas maintenue, mais on doit justifier le constat. Donc ça, vous avez 2 synthèses, une structurelle qui concerne vraiment la structure d'exercice et une technique qui concerne uniquement l'individu inscrit à l'ordre. Donc quand vous êtes dans des structures où vous avez plusieurs associés, il y a autant de synthèses techniques qu'il y a d'individus inscrits à l'ordre, sachant que les synthèses techniques sont de toute façon redonnées au responsable ordinal. Donc, quand on va contrôler KPMG, bon, KPMG, c'est différent parce que le responsable ordinal, il n'a pas envie d'avoir 100 synthèses. Mais globalement, on leur redonne au service qualité en interne l'ensemble des synthèses.
Donc, à l'issue du contrôle et à l'issue des synthèses, non, c'est ce qu'on vient de dire. Oui, donc voilà, oui, effectivement, quand on parlait des points faibles, la procédure étant contradictoire, les synthèses, on en a parlé. La conclusion du rapport. Donc, en fait, ces synthèses ne sont pas les conclusions définitives. D'accord ? C'est important aussi. Le contrôleur va émettre un projet de rapport, un projet de conclusion qui, derrière, seront supervisés par un superviseur qui validera ou non, au vu du dossier et des conclusions qui auront été apportées, qui validera ou non les observations ou les recommandations qui auront été faites et qui émettra la conclusion finale. D'accord ? Donc, le contrôleur n'a pas le dernier mot sur les conclusions qu'il pourrait apporter. Donc, ces synthèses-là ne sont pas des conclusions ne sont pas la lettre conclusive. D'accord ? Ce ne sont que des constats qui sont faits avec des préconisations qui sont apportées. Et lui, il émet derrière un projet de rapport. Pardon. Sachant que le contrôleur ne vous délivre pas le projet de rapport. Il vous délivre les synthèses, il vous les fait signer. Le projet de rapport, qui très souvent d'ailleurs n'est pas rédigé sur place, alors que les synthèses sont rédigées sur place et elles vous sont remises immédiatement. Le projet de rapport, il le fait éventuellement le lendemain, le soir, et il transmet à son superviseur. Donc, trois types de rapports. Un rapport sans observation. Donc, une observation étant un manquement grave et répété d'une anomalie, d'une règle non respectée. Donc, c'est un rapport sans observation, donc il n'y a pas de problème particulier. Par contre, il peut s'avérer que, surtout au vu des synthèses, qu'il y ait des recommandations. Alors là, l'idée, ce sont des points qui, s'ils étaient graves et répétés, éventuellement pourraient être en observation. Mais là, on a estimé que ça n'était pas si grave que ça ou si répété que ça. Mais on se permet de vous l'écrire quand même pour que derrière, vous en ayez conscience et que vous puissiez éventuellement améliorer ce point-là. Rapport avec l'observation. Maintenant, depuis que vous avez dès lors que vous avez des observations, il y a un suivi qui est fait sur ces observations. Donc, vous allez être contacté par l'ordre derrière avec, on vous demande quel est votre plan pour rectifier ces observations et annuler, supprimer ces manquements graves et répétés. Donc, vous allez être relancé par l'ordre avec un suivi derrière. Donc, il faudra s'y tenir aussi. Et sinon, un rapport avec observation et recontrôler un an, c'est que là, vraiment, il y avait des grosses difficultés. Et donc, vous aurez le bénéfice d'un nouveau contrôle un an après pour s'assurer que les observations qui étaient très graves ont été rectifiées entre-temps. Globalement, quand on donne la proportion, c'est 50% des contrôles sont sans observation. Il y a à peu près 40% qui donnent avec observation et procédure de suivi. Et il y a 3%, et d'ailleurs, je n'arrive pas tout à fait à 100 parce que c'est 55, 40 et 3% à peu près qui donnent lieu à observation, les 2% étant des contrôles reportés. Alors, je vois une remarque sur Cap Performance et sur les questionnaires. Alors, s'il il manquerait un A, etc., n'hésitez pas, éventuellement, vous avez une maintenance et vous avez un lien en fait, pour envoyer un message en disant qu'il y a une remarque ou une difficulté. N'hésitez pas à le mentionner, à écrire directement à cette maintenance. Comme ça, on répondra, ou s'il y a besoin de faire des corrections, elles seront apportées le cas échéant. Alors, pour répondre à une question de Nicodème, effectivement, en cas de recontrôle à un an et de suivi des ops, ce ne sont pas les mêmes personnes qui vous suivent. Il y a une équipe dédiée pour le suivi des ops et les recontrôles à un an sont des superviseurs spécialisés. Ça, on vous laissera lire un petit peu la procédure de suivi des observations. C'est le plan de correction, on vient d'en parler un petit peu dessus. Et l'amélioration de la performance aussi. En fait, on a tout dit. Eh bien, en fait, les questions, on ne va pas revenir sur le point de questions parce qu'il y en a eu plein. Et il nous reste 52 secondes. Si vous avez d'autres questions, on y répondra avec beaucoup de plaisir. Primeur dans la salle, vous avez d'autres questions? Lève pas la main, Gabriel. J'ai cru que c'était toi. Je te vois à moitié. Là. Une dernière question dans les 30 secondes qui nous restent. OK. On espère avoir répondu à toutes vos questions, que ça sera profitable. Sur les 2 dossiers contrôlés, le contrôleur regarde uniquement le dossier de travail 2024. Oui, ça, on avait déjà répondu. Le site du RBE, c'est le site du CNE dans ma partie privée, mon exercice professionnel, tout en haut à droite. Et vous allez dans Malab. Alors, c'est tout en bas après à gauche. Non, mais en haut, puis après en bas. Eh bien, écoutez, il nous reste à vous remercier. Coupe, il faut que je lui mette un coup de micro. Merci à tous, merci à distance, merci à ceux qui sont venus jusqu'à nous. Merci à vous d'être tous et bonne soirée et bon contrôle. Bon contrôle et bonne période fiscale.